bienvenue sur le live de Carlita Crypto sur la chaîne de Crypto Future. Aujourd'hui, on va parler d'analyse de données on-chain, etc. Et j'ai invité le cofondateur de Bubble Maps, qui est un outil qui permet d'analyser hyper visuellement toutes les données on-chain. Et ça va être hyper intéressant. Donc, je voulais juste, déjà m'excuser pour mon absence sur le live. En fait, c'est juste qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées. J'ai beaucoup de travail. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à être, à être régulière dans mes lives. Et c'est dommage parce qu'en vrai, j'aime trop faire ça. Mais c'est juste que, le temps a manqué. Et quand j'avais le temps, en fait, très souvent, les jeudis soirs à Paris, il y a des events. Et les events, c'est là où vous rencontrez du monde, vous développez votre réseau, etc. Et du coup, j'ai voulu faire des events. Et du coup, il y avait un jeudi, j'étais pas là. Après, le jeudi d'après, j'avais pas le temps de préparer le live, etc. Enfin, il y a eu plein de trucs qui se sont enchaînés. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu arrêté d'être là. Mais du coup, on va reprendre au fur et à mesure. Si tu peux te présenter peut-être pour les gens qui te connaissent pas, etc. Avec plaisir. Écoutez, je m'appelle Nicolas, le cofondateur et CEO de Bubble Maps. Déjà, je serais curieux de savoir s'il y en a certains d'entre vous ici qui ont déjà entendu parler de l'outil, qui l'utilisent, peut-être, ça serait très cool. Et donc, Bubble Maps, pour résumer, c'est un outil d'analyse et de visualisation de data on-chain. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre la data on-chain accessible, interactive, et de plus utiliser ces outils qui sont un peu assommants parfois. Je ne sais pas si Carla, toi-même, tu utilises certains outils d'analyse on-chain. Ça peut être un peu compliqué. Parfois, il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Et nous, on a voulu vraiment rendre ça très simple d'utilisation pour aller toucher un peu une cible de nouveau, les petits newbies qui débarquent un peu dans la data on-chain. Après, l'outil, cela dit, est assez profond. Je vais te montrer des exemples. On peut aller quand même assez loin avec. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'accueillir un peu une nouvelle population dans la data on-chain. Ok, trop cool. Bah moi, je t'avoue que c'est un truc que je regarde. En fait, je savais que ça existait, mais c'est tellement compliqué, tu vois. Genre, je vais te dire un truc bête et peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui savent hyper bien l'utiliser, mais tu vois, Etherscan, quand tu vas sur une transaction, etc., je crois t'as tellement d'informations que au début, quand tu commences dans la crypto pour trouver qu'est-ce qui correspond à quoi, bah, je trouve ça hyper difficile. Et c'est vrai que Bubble Maps, donc du coup pour ceux qui sont sur le chat, moi j'ai déjà regardé un peu parce que je fais pas ce truc à la rage non plus. Bon, j'ai pas trop préparé, j'avoue, mais en gros j'ai déjà regardé et c'est hyper visuel et c'est ça qui est grave cool. Effectivement, nous, en fait, le constat de base, c'était ça. C'était qu'Etherscan, c'était un peu trop compliqué pour le commun des mortels. Et que, vu qu'on est dans une ère quand même de gamification dans la DeFi de manière générale, pourquoi pas gamifier la data on-chain après tout? Et on va reprendre les bases, on va y aller doucement. On va commencer par un token que tout le monde connaît ici. C'est Shiba Inu. Ah ouais, direct. Shiba Inu, on commence par les bases. Donc Shiba Inu, pour ceux qui ont entendu parler, c'est un gros token, Ethereum évidemment, un meme coin, mais qui a quand même pas mal monté aujourd'hui. La valo, c'est quoi? Plusieurs milliards, peut-être, Ouais. je sais pas exactement les chiffres, mais ils sont dans le top 20, top 30, c'est une énorme crypto. Et on va l'explorer avec Bubble Maps. Donc là, qu'est-ce qui se passe à l'écran? Ce que vous voyez, ce sont les top holders de Shiba, représentés par des bulles. Ok, une bulle, c'est un wallet qui détient du SHIB. Plus la bulle est grosse, plus le wallet en question a une partie importante de la supply. Jusque-là, c'est logique. Donc, par exemple, cette bulle-là, c'est crypto.com. C'est normal que c'est une grosse bulle, crypto.com, vu que c'est une collection de fonds. Les utilisateurs vont placer leurs fonds et ça va faire des wallets un peu importants. C'est des hot wallets, on appelle ça, de Ok. crypto.com. Ça aussi, c'est un wallet de crypto.com. Et cette bulle-là, c'est la bulle numéro 5. Pour le coup, c'est pas un centralized exchange. Donc, c'est en théorie le plus gros holder, qui est un vrai holder, qui n'est pas un centralized exchange. À mesure qu'on descend le rang des wallets, qui se trouve ici sur la droite, donc ça, c'est les différents holders que tu pourrais justement retrouver sur un Etherscan. Mhm. Là, donc ça serait la liste traditionnelle d'Etherscan. Tu peux descendre jusqu'au wallet numéro 150, c'est-à-dire les 150 plus gros holders qui sont représentés sur la map. Je vois des pourcentages. En gros, c'est parce que je vois pas là, les pourcentages, c'est pas le nombre de tokens, mais c'est par exemple crypto.com là, ils ont 3,27% de la total supply. Exactement. Ils ont 3,27% de la total supply. Et d'ailleurs, c'est très important que tu dises total supply parce que dans le cas de Shiba Inu, il y a 41% de la supply qui est burnée. Ça veut dire qu'ils ont envoyé dans la dead address. Si j'affiche la bulle qui est Ah cachée par ouais. défaut, parce qu'on voit que d'un coup, il y a une sorte de whale qui a 41%. Donc là, pas de panique, c'est la dead address. La dead address, c'est quoi concrètement? C'est pourquoi elle s'appelle dead address? Parce que c'est comme si c'était une adresse d'une personne qui n'avait plus ses clés. Donc Ok. dead address. Et théoriquement, plus personne ne peut accéder à ces fonds. Donc, si vous voulez burner des tokens, vous les envoyez sur la dead adresse. Il y a une dead adresse par blockchain, voire plusieurs dead adresses par blockchain parfois. Et c'est souvent les adresses les plus riches financièrement de chaque blockchain, vu que tous les projets burnent sur les mêmes adresses. Bon, ça, c'est du détail. Mais du coup, ce qui est intéressant, effectivement, comme 41% de la total supply est burné, ça veut dire qu'il reste plus que 60% de circulating supply. Et donc, un wallet qui a
par exemple 3%, bah en réalité, si vous recalibrez ces 3% par rapport à la circulating supply, en réalité, ça ferait un peu plus que 3%, ça ferait peut-être 5% par rapport à la circulating supply. Donc Ok. parfois, c'est important de prendre ça en compte. Mais tout l'intérêt de Bubble Map, c'est que derrière, tu peux voir les relations entre les wallets. C'est-à-dire que, comme on est sur le mode Ether ici, si deux bulles sont connectées, donc si deux wallets sont connectés, ça veut dire qu'il y a eu un transfert d'Ether entre les wallets. Et je vais donner un petit exemple pour commencer. On a le wallet numéro 5 ici qui est connecté au wallet numéro 25. Et si je clique sur Show Transfer, ça te montre les montants d'Ether qui ont été envoyés et reçus entre ces deux wallets. Donc là, par exemple, le wallet numéro 5, il a envoyé 152 000 Ethers. Ouais, ça fait quand même une petite somme. Ça, on est d'accord, ça fait une petite somme. Donc 152 000 Ethers au wallet 25 et il a reçu 2,9 000 Ethers, 2900 Ethers du wallet numéro 25. D'ailleurs, si tu veux vérifier, tu peux cliquer sur ça et ça va t'emmener sur la page Etherscan. Et d'ailleurs, il y en a un, il y a littéralement un transfert de 20 000 Ethers qui a eu lieu il y a 30 minutes. Donc on est dans les temps, on est sur l'affaire, les gars. Ah ouais, On voit c'est ce qui se sûr. passe. Qui envoie autant d'Ether? Enfin, c'est des particuliers ou c'est des exchanges ou... Enfin, comment est-ce qu'on pourrait... Parce que là, c'est énorme quand même. Alors là, du coup, on rentre dans la partie intéressante, c'est-à-dire l'interprétation. Maintenant, on a ça, on a cette donnée, on voit qu'il y a des wallets, on voit qu'il y a des bulles et on voit qu'elles sont connectées. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, là, dans ce cas-là précis, quand tu vois qu'il y a différents faisceaux d'indices qui vont nous indiquer la solution. Donc là, par exemple, le premier élément, c'est que on parle de deux wallets qui sont dans le top 50. Donc le wallet numéro 25 et le wallet numéro 5, on a dit. Donc on est vraiment sur deux top holders. Ensuite, on voit que les transferts d'Ethereum vont dans les deux sens. Quand ça va que dans un sens, ça n'a pas du tout la même signification. Par exemple, moi j'ai, disons, une équipe, j'ai envie de les payer en Ether. Bah, du coup, je vais être une bulle centrale qui va envoyer des Ethers vers plusieurs wallets. Mais les Ethers vont pas revenir. Mes employés vont pas me rembourser, a priori, mais les Ethers Ouais. que je leur ai envoyés. Donc en fonction du sens dans lequel se déplacent les Ethers, de la symétrie du cluster, des montants envoyés, au bout d'un moment, tu arrives à constituer une sorte de catalogue de ce cluster correspond à ce comportement on-chain. Dans ce cas précis, pour moi, c'est assez simple. C'est deux wallets qui appartiennent à la même organisation. Je ne sais pas si c'est exactement Shiba Inu, mais c'est clairement deux wallets qui appartiennent à la même personne. C'est pour ça que tu as des transferts réguliers d'Ether entre les deux. Maintenant, il y a d'autres éléments à creuser pour avoir une réponse. Par exemple, là, je vous ai montré les transferts d'Ether entre les holders de Shiba Inu. Mais on pourrait très bien se dire, ok, moi j'ai envie de voir les transferts d'USDC entre les holders de Shiba. Et tu cliques ici et ça te montre les transferts d'USDC. Et ces deux bulles qu'on a mentionnées juste avant sont encore connectées et tu peux encore checker les montants d'USDC. Et cette fois, on est sur des petits montants, 50 $, 100 $. On dirait qu'ils sont amusés aussi sur l'USDC. Ils voulaient être connectés sur tous les modes de Bubble Map. Tu peux regarder aussi USDT. Donc là, ils ne sont pas envoyés d'USDT, c'est pour ça qu'ils ne sont pas connectés. Mais le mode qui est souvent très intéressant, c'est le mode natif. C'est-à-dire où tu vas regarder les transferts du token lui-même entre les holders de SHIB. Donc comment ils se sont envoyés le token lui-même. Et là, on peut voir qu'il y a un cluster qui est très intéressant ici, qui détient 10% de la supply totale. Donc là, clairement, on est sur on va dire un orange flag, parce que nous, on a tendance à dire que quand tu as un cluster qui a plus de 10% de la supply au total, il faut commencer à creuser, à se poser des questions. Et typiquement, ce cluster, en plus d'être au-dessus de 10%, quand tu regardes les wallets qui le constituent, c'est que des wallets qui sont juste à côté. Regarde, le wallet numéro 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, d'une part. Et ensuite 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça paraît trop beau pour être vrai. Ça veut dire quoi? Maintenant, on va creuser ce cluster-là parce que, en l'occurrence, celui-là, on l'a enquêté. On a eu le fin mot de l'histoire. Donc, je vais vous raconter. Ok. En l'occurrence, tout commence avec ce wallet ici central. D'ailleurs, si vous observez bien, c'est bien ce wallet au centre depuis lequel sont émis tous les Shiba. C'est-à-dire que d'abord, c'est parti ici, puis ensuite là, et ensuite, il y a eu cette deuxième émission vers la gauche. Et bien, ce wallet-là, en 2021, il a acheté pour 10 000 $ de tokens Shiba le jour du launch. Ça veut dire que c'était vraiment le gars, il était là le premier jour. Il a acheté pour 10 000 $ de tokens Shiba, c'est-à-dire 10% de la supply, et ces 10 000 $ en 2 ans sont devenus 2 milliards. Tranquillement. Face à ça, parce qu'il avait une bulle qui était tellement énorme et que tout le monde pouvait repérer facilement, il a décidé de splitter ses bagues pour des raisons de sécurité, mais aussi des raisons de discrétion. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que depuis cette bulle, qui était à l'époque une grosse bulle, il a envoyé 10 trillions à tous les wallets ici vers la droite. Et ensuite, il a envoyé 30 trillions à ce wallet, qui les a dispatchés par batch de 5 trillions à chacun des wallets qui est vers la gauche. J'espère que vous me suivez. Mais voilà, ce cluster, c'est assez simple. C'est le fondateur de Shiba qui a créé donc ce token, qui s'est fait un back de 10% pour se sécuriser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais vendu. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec la fonction historique de Bubble Map. Parce qu'évidemment, comme on regarde la distribution, c'est quelque chose qui est évolutif. À mesure que la distribution évolue, à mesure qu'il y a des nouveaux acheteurs, des nouveaux vendeurs, ça va changer. Et si on remonte un peu dans le temps, vous voyez,
il y a 2 mois, la bubble map va pas changer. Hop, en tout cas, la bubble map change un peu, mais ce cluster, lui, ne change pas. Et c'est assez intéressant de constater que même si on remonte, et ça, je pourrais vous faire l'exercice, si on remonte il y a ça 1 an, ce cluster ne bouge pas, et en réalité, on peut facilement vérifier que ces wallets n'ont jamais vendu. Donc, c'est vraiment un diamond hand. Le gars n'a jamais vendu un token depuis qu'il a acheté. Aujourd'hui, concrètement, avec cette fonction historique, tu peux remonter toutes les bubble maps qu'on a déjà calculées, pour faire simple. C'est notre historique, c'est notre database en fait que tu peux consulter, mais tu pourrais pas dire par exemple sur Shiba Inu, pas encore. Tu pourrais pas dire j'ai envie de remonter à 2021, voire à l'époque où c'était justement une grosse bulle qui détenait toute la supply. C'est pas encore possible. Okay. Mais ça c'est quelque chose sur lequel on travaille parce qu'évidemment pouvoir remonter dans le temps et explorer une collection de NFT ou un token depuis le jour 1, ça serait quelque chose de super riche sur lequel on aimerait bien proposer à nos users. Ouais. Ok, et après, il pourrait choisir même la date. Parce que là, je vois, en fait, tu as des dates prédéfinies, c'est ça. Et en fait, genre, on va dire, avec le développement de Bubble Maps, vous voulez proposer, genre que, je sais pas, moi, je mets la date, tu sais, ce serait rigolo de mettre la date de mon anniversaire ou comme ça, voir ce qui se passe. Ouais. Je sais pas. Exactement. S'il y a une catastrophe qui s'est passée le jour de ton anniversaire, comme ça, on saura tout. C'est possible, ça serait possible. Ok, trop cool. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Uniswap qui est donc le plus grand DEX, on est d'accord, sur Ethereum, mais maintenant qui est passé sur BNB Chain et qui a passé sur plusieurs chains. Et c'était justement l'objet de la récente controverse que je vais évoquer. Donc pareil, hein, les règles du jeu sont les mêmes. Ce que vous voyez, ce sont les 150 plus gros holders de Uni qui sont représentés par 150 bulles. Et comme on est sur le mode Ether, eh bien les liens entre les holders représentent ici des transferts d'Ether. Ce petit cluster ici, c'est le wallet 29 qui a envoyé 2 Ethers au wallet 49, 114 et 117. C'est pour ça qu'ils forment ce petit cluster. Évidemment, quand on regarde que le mode Ether, on se dit, franchement, Uniswap, ils ont fait comme un sacré boulot. Il n'y a aucun wallet décentralisé. Mais au final, ce qui est incroyable avec Uniswap, c'est comme ils sont aujourd'hui la figure de proue de la DeFi, c'est devenu des enjeux politiques. Ouais. Et notamment parce que le token est un token de gouvernance, c'est-à-dire que si vous holdez le token, vous avez la capacité de voter sur le futur du protocole. Et le futur du protocole, c'est très important pour plein de raisons, des raisons financières, mais aussi des raisons, il y a des gros fonds d'investissement qui ont intérêt à positionner leurs pions d'une certaine façon pour que les décisions d'Uniswap, de la gouvernance, soient dans leur sens. Donc il y a vraiment, c'est devenu un vrai jeu politique. Et du coup, ce que vous observez en général sur la bubble map d'Uniswap, c'est pas seulement des liens entre des wallets, c'est des vrais jeux de pouvoir, c'est des concentrations de pouvoir, c'est Game of Thrones. Donc je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé sur la bubble map d'Uniswap. Donc on va passer sur le mode natif, hein, parce que c'est là où il y a vraiment le plus d'action ici. Donc on va regarder les transferts d'Uni. Voilà, exactement. Donc déjà on sent que là, il y a des choses à aller explorer, on est d'accord. Et je vais devoir, pareil, remonter le temps et vous montrer ce qui s'est passé il y a 6 mois. Parce que la bubble map, comme je vous ai dit, voilà, ça va changer au fur du temps. Si je remonte il y a 1 an, la bubble map, elle est sacrément différente. On voit qu'il y a ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. On creusera ça un autre jour. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le cluster orange, sur celui-ci. Parce que ce cluster-là, c'est tous les wallets qui appartiennent à A16Z. Andreessen Horowitz, qui est un des plus gros fonds d'investissement du monde. Ils ont plusieurs milliards sous gestion. C'est des gens qui ont investi sur GitHub, sur Instagram, sur Slack, toutes les boîtes tech modernes, c'est des monstres. Comment tu sais que c'est leur wallet déjà? Et c'est une très bonne question, tu m'offres une parfaite transition. Je vais essayer de vous expliquer comment on a mené l'enquête, justement. Parce que à la base, moi, quand j'ai vu ce cluster en novembre 2022, je ne savais pas que c'était en A16Z. J'ai vu ce cluster et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a plusieurs faisceaux d'indices où je me suis dit, il y a quelque chose quand même de louche. La première chose, c'est que le wallet au centre ici, il a envoyé exactement 2,5 millions d'unis à tous les wallets qui sont en périphérie. Vous pouvez checker à chaque fois dans Show Transfer, ça fait 2,5 millions à chaque fois. Et 2,5 millions, c'est exactement le montant dont tu as besoin pour émettre une proposition de gouvernance à la DAO. Donc la proposition de gouvernance, comme je vous ai dit, ça peut être on va sur BNB Chain, ou alors on augmente la liquidité sur cette pool, ou alors on envoie de l'argent à ce wallet. Donc grosso modo, avec 2,5 millions, vous êtes député, vous pouvez faire des propositions, elles sont acceptées ou pas, mais c'est quand même un pouvoir que vous avez sur la DAO. Et une fois qu'une proposition est faite, tous les holders d'Uniswap peuvent voter, tous les holders d'Uni peuvent voter, oui ou non. Et il y a un montant critique que vous devez atteindre pour que la proposition passe, c'est 4% de la supply. Et ce cluster, il a 4,15%. Comme c'est bizarre. Ouais, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Donc, chacun des wallets collectivement peut émettre une proposition, chacun des wallets individuellement, peut émettre une proposition de gouvernance et collectivement, ils peuvent atteindre ce quorum de 4%. Donc, dès qu'on a vu ça, nous, on a su qu'il y avait un anguille sous roche. Et il nous restait juste à comprendre le dernier élément, mais finalement le plus important, c'est qui est ce cluster? Qui sont ces personnes-là qui votent en même temps, qui votent en plus en synchronisé, etc. Et bien, on a compris, ce wallet-là, c'était un des wallets qui était plus ou moins public, si tu sais où chercher, d'A16Z, donc le fonds d'investissement, A16Z Crypto, qui est la partie crypto du fonds d'investissement. Et donc, ce cluster prend toute sa couleur d'un coup. Il s'agit donc d'un ensemble de wallets qui appartiennent
à A16Z. On en a fait un post sur Twitter qui a pas mal fait parler à l'époque, puisque CZ de Binance, donc le CEO de Binance, ça a commencé à créer une conversation, il a réagi à ce contenu-là, et derrière, beaucoup de médias ont commencé à poser des questions à A16Z. Ils se sont justifiés d'ailleurs. Ça, je t'en avais pas parlé, C'est Carla, la vrai. dernière fois. Ils ont dit quoi? Ils se sont justifiés. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est qu'en fait, ces 2,5 millions sont un système de délégation. Je m'explique. Dans le système de gouvernance, tu peux déléguer les votes, pas déléguer les tokens. Les tokens Mhm. t'appartiennent toujours, mais tu peux déléguer le pouvoir de vote. Sauf que la délégation de vote ne peut jamais être partielle. Ça veut dire que si tu as un wallet avec 10 millions d'Uniswap, tu peux pas dire j'en délègue 2 millions à lui, 2 millions à lui, 2 millions à lui. C'est soit zéro, soit rien, soit tout. Et du coup, pour pouvoir déléguer partiellement, ils ont dû envoyer des tokens à des wallets intermédiaires. Et ces wallets intermédiaires, ils ont ensuite délégué totalement le pouvoir. On a rajouté les délégués ici. Donc là, par Ah. exemple, ce wallet-là a été délégué à Blockchain at Michigan, qui est donc une université américaine, une association blockchain de l'université de Michigan. Celle-ci, Blockchain at Columbia University, donc l'université de Columbia. GFX Labs, qui est une grosse entité pareille. Blockchain Pennsylvania. Donc leur défense, c'était en fait, on est charitable et on fait ça dans des buts de démocratisation de la gouvernance et on veut faire participer les jeunes, le futur de la nation. À quel point ils sont indépendants? Tu as raison, c'est une vraie question. Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, ça, c'est toi qui les as trouvés après, tu vois, Pennsylvania, blockchain, etc. Là, c'est, enfin, toi et ton équipe, en gros, qui allait faire les enquêtes, qui regardait, je sais pas en fait où tu regardes pour trouver le wallet, enfin, à part sur des conversations Telegram où les gens balancent leur wallet, ou genre quand ils s'inscrivent à des events, et tu sais qu'il y a la petite, il y a nom prénom wallet. C'est genre le truc Ah, que je c'est ouf. remplis jamais moi. Genre vraiment, j'aime pas ça. C'est une très bonne question. Ça veut dire que de base, par défaut, la blockchain est pseudonymisée. Donc, t'as l'adresse 0x, et t'as pas le nom qui vient dessus. Et c'est un peu le nerf de la guerre, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la blockchain. Ça veut dire avoir quelques infos sur les labels. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la plus grande base de labels au monde qui existe, mais qui n'est jamais mentionnée, c'est celle de Binance. Parce que Binance, comme ils ont des informations KYC sur, grosso modo, la terre Ouais. entière, très simplement, en regardant les relations avec les wallets sur lesquels sont envoyés les fonds depuis Binance, ils peuvent propager la labellisation KYC que eux ont en interne. Mm. Donc ça, c'est des données qui sont archi confidentielles. Toutes les boîtes au monde se battent entre elles pour avoir de la labellisation. Et c'est un enjeu politique, c'est un enjeu financier. Vous imaginez pour les États avoir les informations sur les labels pour pouvoir derrière taxer les wallets, c'est très très important. Même moi, après un an d'utilisation, il y a encore aujourd'hui des bubble maps qui sont des mystères complets. Je pourrais même t'en montrer, Carla, que je t'ai jamais montré, mais il y a des bubble maps. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? Je vais vous en montrer une petite. Je vais vous montrer le mystère que je n'ai jamais percé avec Google Maps. Bah vas-y, ça se trouve, il y a des gens dans la commune, il y a 128 personnes en live. Les gars, si jamais il y en a un de vous qui est hyper fort en data on-chain et qui veut s'amuser, let's go, hein. Je mets un bounty. Si quelqu'un a une explication, je, Ah, je l'achète. ça y est, c'est parti. Alors, Voilà, je suis Jojo. chaud. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Jojo, on appelle dans notre équipe l'affreux Jojo. Parce que vous voyez que. Attendez, je vais te démêler ça et tu vas voir, c'est pire que ce que tu crois. Parce qu'en fait. Et regarde surtout, quand on regarde la ligne rouge qui saute tout de suite aux yeux, ce qui est curieux, c'est que les BNB. Donc, déjà, petite parenthèse, comme on est maintenant sur la BNB chain, les liens entre les bulles, c'est des transferts de BNB. Ok. Vous avez aussi le choix de regarder les transferts de BUSD ou du token lui-même, mais dans ce cas-là, il n'y a rien, c'est que des transferts de BNB qui lient les wallets entre eux. Et donc ça part d'ici. Regardez-moi tous les wallets qui sont connectés, c'est tous les top holders. Ça part du wallet numéro 6 et ensuite ça descend la liste comme ça. Regarde. Le wallet numéro Ah. 6 qui envoie ici, tac, tac, tac. Et petit à petit, les bulles deviennent de plus en plus petites. Comme si ça partait du plus gros wallet et ça vendait à des wallets de plus en plus petits. Et les montants de BNB en plus diminuent à chaque fois. Si je te fais ça rapidement, au Ok. début ça part, c'est 36 BNB, 35. Au milieu, il en reste plus déjà que 31. Si je vais ici, il n'y en a plus que 26. C'est quand tu te poses des questions comme ça et que tu comprends qu'à bout d'un moment, tu racontes une histoire. C'est Ouais. ça une histoire. Une histoire, c'est une question, des réponses partielles, d'autres questions qui viennent, des réponses, et puis petit à petit, tu traces ta propre histoire. Et une fois qu'on arrive au bout du chemin, bah, tu as une super histoire à raconter qui plaît, mais on va voir l'exercice avec ta commu. Je suis sûr qu'ils vont me proposer des tokens. Je vais être là, bon, bah, je pense que c'est ça, mais il faudrait creuser, et c'est souvent ça, en réalité, la réponse à une analyse. Comme ça, t'as déjà essayé de contacter la team en mode, les gars, on veut des explications
ou pas? Et est-ce qu'ils te bloquent ou ils font quoi? Souvent, ce que je dis à ma commu qui m'écoute, parce qu'on fait souvent des amas sur notre Telegram, etc., je leur dis, présenter la bubble map à un projet, c'est souvent plus révélateur que d'analyser la bubble map vous-même. Si les gars vous donnent une explication logique, ils vous disent, mais oui, bien sûr, c'est parce qu'en fait, on a des NFT qu'on vend entre membres de la communauté, et la ligne que tu vois, c'est des ventes de NFT, et du coup, ils se payaient entre eux du BNB. S'ils te donnent une explication qui fait du sens, tu dis, ok, bon, je les crois, ça m'a l'air assez cohérent, pourquoi pas. Ouais. Si les gars, ils te bloquent sur Telegram, t'as ta réponse, c'est terminé. Ils t'ont donné la réponse, indirectement. Ah oui, Donc t'ont en gros, ils bloqué? ont pas envie. Ouais, alors non, je parle pas de Jojo. Jojo, je sais plus, on les a contactés il y a longtemps, je me rappelle pas. Ah, Mais par contre, le nombre de fois où j'ai commencé à poser des questions et en l'espace de 10 messages, je me suis fait virer des groupes Telegram, mais ça, je les compte par dizaines. Et le dernier qu'on a fait, le dernier en date, il y a pas mal de gens qui étaient mécontents d'ailleurs qu'on ait parlé d'eux, et ça s'appelle Tsuka. Et Tsuka, c'est un token sur Ethereum qui est assez populaire. Ils sont dans le top 300 CoinGecko, donc quand même, on est en train de ok. parler d'un token qui a Ouais. déjà 30-40 millions de valo, c'est assez élevé. Et j'ai vu ce cluster qui était assez curieux, parce qu'en fait, tu vois, les transferts de Tsuka sont vers l'intérieur. Ouais. Je sais pas si c'est clair à l'écran sur Twitch, mais en tout cas, si je vous montre les transferts, vous pouvez voir que Sir Verlin, il a reçu des millions et des millions de Tsuka de plusieurs wallets. Et au total, Sir Verlin a reçu 20% de la supply. Et je vais sur leur Telegram, je cherche l'adresse de Sir Verlin sur leur Telegram, et là, qu'est-ce que je trouve? Incroyable. Je trouve que ils ont fait un programme de staking où ils proposaient à leur communauté de staker leur token Tsuka sur le wallet du fondateur. Donc ils disaient aux gars, envoyez-moi vos tokens et moi je m'occupe du staking. Et attends, c'est pas tout, c'est pas tout. Parce que la procédure de staking, il fallait envoyer un mail pour dire je veux staker, envoyer ses tokens sur le wallet et pour déstaker, il fallait envoyer un email et signer un contrat. Le DeFi, Oh les gars, faites jamais ça s'il vous plaît. c'est tout ce que la DeFi n'est pas. Ouais. La DeFi est censée être trustless, permissionless, donc sans tiers de confiance. Et là, on est en fait en train de dire, ouais, bon, bah, si je signe ce contrat, tu me promets que tu me rends mes tokens. Bon, enfin bref, peu importe. Donc, je vais sur ce chat Telegram, je vois ça, et je commence à poser des questions. Je dis, les gars, quand même, c'est un peu abusé ce qui s'est passé. Les gars commencent à me FUD, à me dire, ouais, tu es en train de créer, ça fait longtemps, c'est derrière nous, tout ça, etc. Je fais, ok, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Bref, je me fais ban. Et je fais un thread sur Twitter où j'explique, voilà, le fondateur a reçu 20%. Finalement, même si tout le monde a été remboursé, c'était un exemple de mauvais management d'une communauté quand même, et ça, tous les fonds des holders étaient à risque. Donc c'est vraiment l'exemple de trucs à pas faire. Et la communauté commence à se déchaîner sous le tweet et à dire mais n'importe quoi, Sir Verlin, c'est pas le fondateur, c'est juste un gars qui était là dans la commune. Et là je me dis mais les gars, vous vous rendez compte que c'est pire? C'est c'est encore pire en fait, parce que si c'est le fondateur, qu'il arrive à avoir la confiance de sa communauté, ça se comprend, c'est un gars qui est là depuis longtemps, qui peut-être insuffle par son charisme, je sais pas, moi, ce que tu veux. Mais le gars, il est arrivé, il a commencé à faire un programme de staking, c'était un gars random que personne connaissait, et c'était ça leur argument, leur ligne de défense pour me dire que je disais n'importe quoi. Alors j'ai trouvé ça incroyable. Mais voilà, bref, c'était un petit exemple que je voulais vous montrer C'est aussi trop en drôle. passant. GEIST, c'est sur Phantom apparemment. Ok. 86% de la supply, même 93% de la supply est dans des contrats. Vous pouvez voir ici, si j'affiche cette bulle-là, Gaze Finance Staking Contrat, c'est la wallet numéro 1 avec 86%. Ok. Ici, on a une autre bulle avec 7%, donc on va dire facilement que 95% de la supply est stake. Le problème de ça, c'est que, et ça c'est un problème qui est de façon générale sur la blockchain, quand vous avez des collections de fonds, que ce soit sur les centralized exchange ou sur des contrats de staking, vous perdez la granularité sur les deposits. Vous ne savez plus qui l'a mis à la base. C'est possible de recréer cette liste de dépositeurs, mais c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est comparer les bulles restantes par rapport à la circulating supply, pas par rapport à la total supply. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on tourne ce paramètre. C'est du détail, mais je voulais quand même vous l'expliquer. Ok. Donc, non, voilà, pour résumer, c'est un token qui est propre. On tombe sur un bon exemple, une bonne distribution. Et c'est ça qu'on a envie de constater sur un token. On peut faire Floki. Bien sûr, Floki, ils on va sont faire sur, Floki. sur Ethereum, non? J'ai pas de conneries. Alors, je crois qu'ils sont sur Ethereum, Floki, ouais, effectivement. Ah, voilà. Oh là Voilà ce qu'on là. voulait voir. Et là, en l'occurrence, quand on regarde la map de Floki, on voit qu'il y a ce gros cluster rouge qui saute aux yeux. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est pour ça que je dis souvent à ma commu quand même, prenez le temps de regarder les wallets qui constituent ce cluster. Parce que des fois, il n'y a pas de raison de paniquer. En l'occurrence, quand je clique sur ce wallet-là, bah, je me rends compte que celui-là, il est labellisé, c'est Gate.io. C'est donc un Ok. centralized exchange. Et du coup, mais là, Gate.io. tu peux le masquer, lui, pour pas le voir. Parce que lui, on s'en fout, c'est un exchange. C'est normal qu'il soit connecté avec d'autres, non? Exactement, c'est ça. Ça veut dire que petit à petit, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder une bubble map et regarder les clusters et un peu les nettoyer. Si jamais c'est ça, je cache. Et comme ça, je garde que vraiment l'essence de la bubble map, ce qu'il faut vraiment regarder. Et ce wallet-là, pareil, c'est MXC, donc on va le cacher. Et là, il reste ce cluster qui forme un pentagramme
Ah Donc oui. attention, le cluster maudit. Qu'est-ce que c'est? Euh, on- Alors ce cluster-là, il est assez intéressant, je l'ai déjà regardé. Et on voulait en faire un thread à une époque, parce qu'en fait, ces wallets-là sont tous blacklistés. Il s'est passé quelque chose avec Floki, j'ai pas encore creusé cette histoire à 100%, du coup je peux pas vous dire, mais il s'est passé quelque chose avec Floki, c'est qu'un jour, ils ont fait une migration ou un changement de tokenomics, et ils ont blacklisté certains wallets qui ne peuvent plus vendre. Et du coup, cette personne-là ne peut plus vendre. Pourquoi? Mais Et du coup, elle a comment ça? renommé, elle peut plus vendre, elle est bloquée, c'est un holder qui est bloqué, et elle a labellisé elle a donné un nom ENS à son wallet. C'est ce nom chinois, là, vous voyez ce nom chinois, qui, traduit en français, veut dire les gars de Floki sont des escrocs, c'est des voleurs, je suis blacklisté et tout. C'est à mourir de rire. On a envie d'aller au fond de cette histoire, on n'a pas eu le temps encore, mais on sait qu'il se passe des choses sur Floki, notamment à cause de ce gars-là qui est bloqué. Avec tous ces wallets-là, il ne peut plus vendre. Et c'est quoi le cluster un peu plus haut là? Celui-ci, Ouais, alors ça, franchement, je sais pas. Je sais pas ce que c'est ce cluster. La forme m'évoque rien. Mais ce que je peux ok. te dire, c'est que au total, c'est que 1% de la supply. Donc même si c'était détenu par la même personne, au final, ça reste plus petit que cette bulle individuelle. Donc ça représente pas une menace conséquente sur le projet. Ok, et est-ce que tu as, alors je sais pas si tu as déjà ou si un jour c'est en préparation ou quoi, comme une espèce de livre, tu vois, magique, qui te dirait, genre, tu sais, où en fait, bah, toi, tes connaissances, tu les mets dans une espèce de ressource que tu peux donner bah, aux utilisateurs de Bubble Maps sur leur dire, bah, quand vous voyez ça, c'est égal à ça en général, tu vois, pour les aider ou les aiguiller. Alors, on a pas mal de ressources sur notre Twitter. On essaye Ouais. de faire en sorte de poster le plus de contenu éducatif possible. On n'a pas encore de livre magique, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, on découvre des nouveaux clusters. En tout cas, si on a un livre, il n'est pas encore exhaustif. On essaye de le compléter de plus en plus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de travailler sur des modèles d'IA qui seraient capables de reconnaître des clusters automatiquement. Parce que moi, aujourd'hui, avec mon équipe, on a vraiment constitué une librairie presque en interne de ce cluster correspond à ce comportement on-chain. Et on sait très bien qu'avec des modèles assez robustes, on pourrait entraîner des algos pour reconnaître des clusters. Encore une fois, en prenant en considération la forme du cluster, le montant qui sont envoyés, les dates aussi des Mm. envois, on pourrait faire de la labellisation automatique. Surtout qu'aujourd'hui, avec le bull run de l'IA, on va dire, il y a des belles possibilités. Donc c'est quelque chose Ouais. qu'on regarde de près. Ok, Dolls, c'est bon, je crois que je Ouais, l'ai là. c'est ça. Alors il y a quelque chose que j'ai pas évoqué, mais c'est important de checker que la bubble map, elle est bien refresh. Ok. Parce que vous voulez que la donnée soit à jour quand vous la regardez, et ça se passe ici. Et là c'est pour la refresh. Donc c'est une fonction pour nos utilisateurs premium. Si vous voulez en savoir plus sur nos premium, vous pouvez aller sur notre site et regarder comment être premium. On pourra faire un petit giveaway de premium si tu veux, Carla. Trop cool. On en reparlera, on en reparlera. Mais voilà, donc en l'occurrence, là, la bubble map est à jour, donc tout va bien. Et là, on voit qu'il y a le wallet numéro 4 qui a envoyé de l'Ether. Donc déjà, le wallet numéro 4, il a quand même 47% de la circulating supply. C'est un peu Ok. élevé. Ah C'est ouais, un peu élevé. c'est On parle beaucoup de la ça. circulating supply, attention, hein, pas de la total supply, parce que j'ai bien tourné ce paramètre on tout à l'heure. Et du coup, bon, cette bulle un peu significative, on va dire, qui est connectée à deux autres bulles. On va regarder les autres modes. Non, franchement, j'ai rien à dire, c'est une bubble map qui est assez propre. DOSAPES. Ouh là 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 là, ok. Alors, on va essayer de démêler tout ça, pas de panique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, donc là, on est dans le cas typique où on est sur un cluster qui est assez significatif. En plus, le wallet numéro 1, le 3, le 5, le 8, le 12, le 13, donc pas mal de top holders qui sont connectés. Et c'est assez curieux parce que quand je regarde des NFT, je vais vous montrer un petit exemple peut-être avec une collection un peu plus classique, juste pour vous donner un peu de comparaison. Si on regarde par exemple, je sais pas moi, Doodles, il a fait l'objet une petite polémique récemment parce qu'ils prétendent que c'est pas une collection de NFT maintenant. Ils vendent de la merch. En général, il y a peu de transferts d'Ethereum entre les wallets. Souvent, c'est des maps qui sont très distribués. Il y a un peu plus de connexion quand on regarde le mode natif, typiquement, parce que s'envoyer des NFT entre wallets, c'est plutôt normal. C'est des giveaways, du marketing et tout. Mais c'est vrai que voir ce gros cluster en Ethereum, c'est assez curieux. Parce que là, on se dit, OK, mais pourquoi le wallet 41 il est allé envoyer comme ça des petits montants d'Ether à plein de wallets. C'est quand même Mm. assez C'est intriguant. bizarre. Est-ce qu'on a donc USDT, il n'y a pas de connexion USDT non plus. Et là, oh là là. Et là, les gars, je sais pas, là, je vous avoue, j'ai rarement vu un cluster aussi dense. Si je vais sur CoinGecko, je parle à tous les degen qui nous suivent ici, mais pas seulement. Il y a des gens, je sais, qui veulent essayer d'aller chercher la pépite et c'est bien normal. Souvent, je sais d'expérience que vous allez dans la section des nouveaux tokens qui sont sur CoinGecko. Parce que c'est là où il y a peut-être des tokens prometteurs qui sont encore un peu sous le radar et qui ont du potentiel de croissance. Et ben, ce que je vous conseille, franchement, à chaque fois, avant d'aller investir, checkez la bubble map, ça vous prend pas longtemps. Je vais en prendre un au hasard. On va regarder Internet Money. Il a été listé hier. On prend le contrat, on va le paye sur Bubble Maps. On va vérifier que c'est pas un token qui est complètement dégueulasse. Et là, bon,
Quand on regarde le mode BNB, encore une fois, il y a des petits clusters, mais c'est pas non plus très inquiétant. Il y en a un qui détient 5,5% de la supply, wallet 8, 10, 11, 12, 13 connectés. Bon, ça commence à être un peu des wallets assez élevés, mais encore ça va. On n'est pas sur les 10%. Le mode BUSD est propre. Et là, bon, ok, le mode natif, d'un coup, il se passe quelque chose. Donc là, pour le coup, il faudrait vraiment aller creuser. Je vous fais ça juste très rapidement pour vous dire comment vous pouvez très, très vite éliminer des mauvais agents. Et hier, on a fait un post qui était assez cool parce qu'on a remarqué, je sais pas s'il y a encore, on a remarqué que HaloCoin, personne ne connaît, j'imagine, et c'est bien normal parce que du jour au lendemain, ils sont apparus dans le top 100 de CoinGecko. Ah bon. Donc c'est un shitcoin absolu. On est allé checker, ils ont très peu de volume en plus. Regardez-moi, $72 de volume sur Coinsbit. Euh, Mais pourquoi ils il y a- apparaissent dans le top 100? Ils apparaissent dans le top 100 parce que CoinGecko, c'est automatique la façon dont ils récupèrent dont ils Les récupèrent toute données. une série d'informations, les données exactement, et du coup c'est classé par Fully Diluted Market Cap. Mais ça c'est une métrique qui est très facile à truquer, à tronquer. Moi aujourd'hui, si je crée un token sur un DEX avec très peu de liquidité, je peux facilement augmenter artificiellement le market cap en FDV. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont un peu laissé passer dans leur base. Et quand on check la bubble map, vous allez voir ce qui se passe. Donc c'est un token sur BSC. Donc déjà, ce qui est curieux, c'est toutes les bulles ont la même taille. On se dit, ok, pourquoi tous ces wallets ont exactement 0,80? C'est un peu bizarre déjà. Et quand on regarde le mode natif, Oh et là ben en là. fait, on voit que regarde-moi cette belle fleur, cette rosace. Cette belle fleur. Regarde-moi ce beau scam. Waouh. Ce Nickel. beau bouquet de scam. Donc, on voit que le déployeur, en fait, a envoyé tous les tokens lui-même à tous les holders et que 99% de la supply est en fait émise depuis le déployeur vers des wallets dormants. Et ça fait à peu près 6 mois que ça bouge pas. Et hier, ils sont fait lister sur un gros exchange et du coup, les gens le voient dans le top 100. Et c'est dangereux parce que, imagine, toi, tu es un utilisateur, tu débutes et tu vois qu'il y a un nouveau token qui vient de percer dans le top 100. Tu te dis, bah, peut-être qu'il y a une Ouais, bah. opportunité. Et là, tu te fais rect. De comment est-ce que Bubble Maps vous gagnez de l'argent? Est-ce que c'est juste avec les premiums? Si tu peux nous donner des chiffres, bah, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que vous faites avec? Et quel est... Oui, il a posé 300 questions en même temps. Après, il a demandé quel était votre horizon au prochain bull run? Genre, qu'est-ce que vous aimeriez développer? Et combien vous étiez dans la team? Et c'est une team seulement FR. Ok, alors, on va reprendre les questions dans l'ordre. Du coup, Alors, alors comment la on gagne première... de l'argent? Ouais, comment vous gagnez de l'argent? Alors nous, on vend des prestations à des tokens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de tokens qui viennent nous voir et qui nous disent, les gars, est-ce que vous pouvez regarder mon token, être sûr que tout va bien et ensuite partager vos observations sur Twitter sous un format de thread ou sous des formats vidéo. On a travaillé avec environ 300 tokens depuis qu'on a commencé. Donc on fait des prestations dont le prix peut varier, mais c'est en général assez consistant. C'est toujours le même prix quand on est sur des tarifs assez moyennés. On fonctionne un peu comme une boîte d'audit si vous voulez. Et puis derrière, on va partager nos observations sur Twitter. On est toujours honnête dans nos observations. C'est arrivé que parfois des tokens nous payent et que nous, on fasse une observation assez incendiaire sur leur token, mais parce qu'on a trouvé des choses assez dodgy. Souvent, quand même, les tokens avec qui on travaille nous donnent des informations volontairement sur leur supply, nous expliquent, les gars, pas de panique, ce cluster, c'est ça. On a fait un giveaway à l'époque. Ça, c'est une migration qui s'est mal passée. Donc, ils jouent le jeu. Et nous, dans ce cas-là, on est aussi modéré dans nos propos, mais c'est comme ça qu'on fait du revenu. Donc, c'est des prestations un peu B2B. Pour le retail, aujourd'hui, c'est une monétisation qui est vraiment secondaire pour nous. On est en train d'explorer différentes choses avec le retail. On a aussi le côté token, avec le Moonlight Token, qui permet d'accéder à la partie premium. Mais ça, c'est détaillé sur le site, je vous laisserai regarder. Mais c'est essentiellement via les prestations B2B aujourd'hui qu'on se rémunère en tant qu'équipe. Donc, on est 4 cofondateurs et l'équipe est devenue... on est 8 full-time aujourd'hui. Où est-ce que tu voudrais aller, par exemple, avec l'argent que tu génères en vendant des prestations de coin? À quoi ça sert? Et où est-ce que tu veux aller, je sais pas moi, prochain bull run ou dans 5-10 ans? Alors, il y a beaucoup d'annonces qui arrivent. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que ça fait des mois qu'on travaille sur un sujet bien spécifique et le dénouement de ça arrive bientôt. En attendant, on a beaucoup d'améliorations du produit qui arrivent. Par exemple, la donnée historique exhaustive qui vous permettra de remonter au day one d'un token, donc pouvoir avoir cette vision vraiment complète sur la durée de vie d'un token. Aussi, la capacité de créer vos propres bubble maps. Ça veut dire, au lieu de regarder le top holder, bah, vous allez pouvoir suivre votre portefeuille de wallets si jamais vous avez une dizaine de wallets un peu éparpillés, ce qui peut arriver si vous êtes un trader régulier. Vous pourrez transformer ça en une bubble map. Ou si vous voulez mener vos propres enquêtes, construire une bubble map incrémentalement, ajouter une bulle après l'autre. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire, mais nous, on a fait pas mal de partenariats avec des grosses blockchains déjà. On a fait un partenariat avec Polygon, avec Arbitrum, avec Avalanche, avec Phantom, avec BNB Chain. Et toutes ces blockchains nous ont beaucoup mis en avant auprès de leur communauté. Donc, ça nous a permis d'asseoir un peu
notre marque et de solidifier un peu notre image, tout ça. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé. Pour terminer, on sera, peut-être si jamais certains d'entre vous dans le chat sont présents, on sera à PBWS dans 4 jours. Ça commence. On a été pris parmi les 10 finalistes pour pitcher Ouais, j'ai vu à aujourd'hui. Starting Block. Je vais vous faire une petite annonce en exclu. C'est que parmi ces 10, il y en a 4 qui ont été sélectionnés pour passer à la télé dans un show américain qui s'appelle Meet the Draper, qui est une sorte de Shark Tank un peu à l'américaine où vous passez devant un jury d'entrepreneurs qui votent, il y a les votes du public, ça passe à la vraie télé américaine et tout. Et on fait pas partie de ces 4. Non, je rigole, on fait partie de ces 4. Ah, tu m'as fait peur. Ok, putain, c'est trop bien. Bah, félicitations. En vrai, trop Merci. stylé. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si vous recrutez. Tu leur as trop donné envie de bosser avec vous, là. On va bientôt recruter. Ok, ça marche. Bon, bah, dans le chat, si jamais vous voulez être recruté, n'hésitez pas à les follow sur leurs réseaux, etc. C'est comme ça que vous voyez quand on brille. En Ok. plus, on recrute plutôt des francophones côté dev. Ouais, Parce que déjà que le langage de programmation est compliqué, si en plus on rajoute des barrières de la langue, ouais. ça va être encore plus galère. Et d'ailleurs, oui, je vous ai pas dit, sur les 4 cofondateurs, 3 sont français et un est anglais, mais on l'aime quand même. Ok. Merci de m'avoir invité. Merci à Trop tous. cool. Ciao. Merci, ciao. À plus.